voit, on entend pragmatisme, bon sens, implication dans les exemples que nous a donné Martial. C'est vraiment ce dont ont besoin les entreprises aujourd'hui, encore plus que jamais. Besoin d'une approche vraiment globale et surtout une approche, je dirais, éducationnelle à la santé. Et on se rend compte des foyers carencés avec les derniers événements. Ça ne concerne pas que la santé. On se rend compte sociologiquement, collectivement, qu'il y a un manque d'éducation. Donc, commençons, et moi je vais me centrer sur l'entreprise et sur la santé dans l'entreprise, une thématique qui m'est chère. Un salarié qui va mal coûte beaucoup d'argent à une entreprise. Un salarié heureux rapporte de l'argent. Donc là, il n'y a plus besoin d'études, toutes les études le confirment ça. Dans le cadre légal en matière de RPS, et Michel l'a explicité largement, oui, il y a une obligation de l'employeur, à protéger la santé des salariés, santé physique, santé mentale. Et je vais m'arrêter juste, puisqu'il y a 3 points, prévention, évaluation des risques et obligation de sécurité et de résultats, et je vais m'arrêter au domaine de la prévention. Qu'est-ce qu'on peut faire et pourquoi ce besoin, non seulement d'une approche globale, mais aussi d'une approche plus centrée sur l'éducation à la santé. Et l'approche centrée sur l'éducation à la santé, au-delà même de l'information quand elle existe. Moi, je traîne mes guêtres beaucoup dans les usines de production, et je me rends compte, quand je vais visiter la médecine du travail ou le cabinet d'infirmerie, qu'il n'y a pas la moindre planche au mur sur comment je respire, comment je me nourris, sur un minimum, je dirais, d'informations sur comment je suis fait, comment je fonctionne, qui peut donner matière à discussion, à questionnement de la part du consultant, de celui qui vient consulter le professionnel de santé. Les entreprises qui veulent être performantes ont une seule chose en tête, gagner de l'argent. C'est OK. D'accord? C'est vraiment la pierre angulaire, c'est gagner de l'argent, être rentable, faire vite et vraiment actionner les choses sur la rentabilité. Est-ce qu'elles ont compris que pour être rentable, il fallait que les salariés soient en excellente forme et en très bonne santé? Ça, je suis moins sûre. Quand, depuis 3 ans, avec Édouard, un peu plus, même 4 ans, nous avons monté des séminaires qui durent 1 semaine d'affilée pour les seniors dans l'entreprise, où on invite les personnes qui sont volontaires à faire un bilan personnel, un bilan professionnel. Ce sont des gens qui ont 15, 20, 25 ans de boîte, d'entreprise, et qui ne se sont pratiquement jamais arrêtés. Donc c'était la course folle, la course à l'urgence, les objectifs surréalistes, pas réalistes du tout, et bien sûr toutes les, je dirais, les engrammages de ce que ce boulot mal effectué peut faire dans le corps et laisser durablement comme trace dans le corps. Et ces personnes nous disent tout au long de cette semaine, mais pourquoi on n'a pas commencé plus tôt? Et elles se rendent compte que, effectivement, l'éducation à la santé, puisqu'il s'agit globalement de ça dans ce séminaire de 5 jours, pourquoi on ne nous aide pas là-dessus? Et ça m'a fait réfléchir pendant quand même plusieurs années pour une proposition dont je vais vous parler en toute fin de mon exposé. Les personnes sont ravies d'apprendre la moindre technique pour se porter mieux au quotidien. Donc, moi, dans toutes les formations que je dispense, je ne commence pas ma formation, je commence toujours ma formation par des exercices de respiration, des exercices d'étirement, parce qu'on sait bien que l'étirement corporel, physique, eh bien, étire aussi l'esprit. Et si je participe à une formation ou si je dois convaincre avec un esprit étriqué, ça ne le fait pas. Dernièrement, EDF d'une région de France m'a demandé de monter un séminaire de 2 jours pour aider les personnes à respirer, et les participants, c'était des gens de l'innovation qui devaient se rencontrer pour une réunion de créativité. Donc EDF a bien compris qu'effectivement, en étirant l'esprit,
en se détendant, eh bien on avait plus de créativité. Bon, cela dit, ça ne s'est pas fait. Donc il y a encore beaucoup de matière, il y a des choses qui sont comprises, et moi j'insiste beaucoup sur les actions concrètes qu'il faut mettre en place à l'intérieur de processus clairs. Il y a plein de processus dans l'entreprise. L'entreprise n'est faite que de ça, de processus. Alors, ok, mettons des processus en place très clairs sur l'éducation à la santé, parce que le stress au travail va s'intensifier. La pression ne disparaîtra jamais, elle fait partie inhérente de l'entreprise. Et la façon dont les salariés vivent cette pression, eh bien, elle peut, je dirais, changer, se transformer, à condition que le salarié ait des marges de manœuvre supplémentaires pour pouvoir faire face. Il s'agit bien de cela. On voit bien dans les risques psychosociaux, un des points importants, c'est comment le management, le manager, le collectif de travail fait en sorte que les marges de manœuvre soient là aussi étirées pour que chacun se sente soutenu, aidé et pas juste pris dans une machine écrabouillante. Alors, à ce moment-là, je suis convaincue, moi, que l'entreprise non seulement doit et peut, il y en a quelques-unes qui le font très bien, peut répondre à cette définition de l'OMS, que Michel vient de rappeler, et qui est, avec la fin de la définition, la santé est un état complet de bien-être physique et mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité, sauf qu'aujourd'hui, dans l'entreprise, on attend qu'il y ait pathologie pour intervenir. Nous avons, avec Michel, mené plusieurs audits dans les entreprises, des audits de risques psychosociaux. Un grand groupe allemand équipementier nous a demandé même de travailler sur une cartographie des risques. À quel moment ça chauffe, à quel moment il faut tirer la sonnette d'alarme, à quel moment il faut s'arrêter, à quel moment le feu vert est vert et on passe sans problème. Toutes les entreprises, il me semble, devraient commencer par cela et surtout développer une vraie démarche d'accompagnement des salariés. Et pas seulement des petites actions, et je parle bien de processus, pas simplement des petites actions de ci ou là, c'est ok aussi, c'est bien, quand ça existe, c'est pas mal, c'est mieux que rien, mais réellement interroger le management sur les pratiques qui existent et comment on modifie ces pratiques, comment on transforme ces pratiques. Avec Martial, on s'est rencontrés à nos toutes premières présentations sur la thématique des risques psychosociaux que nous avons donné avec Michel. C'est intéressant, je trouve ça fabuleux aujourd'hui, Martial, que nous soyons là en train de conspirer autour de risques psychosociaux, toi étant passé de l'autre côté, si je puis dire. Et donc, bien sûr, depuis 92 ou 97, les choses sont assez précises sur les risques psychosociaux ou lycées médiatiques très très forts. Et il faut passer à la vitesse supérieure. La vitesse supérieure, c'est de mettre en place des choses concrètes. Et il y a un dirigeant de Coca-Cola, je crois, qui parlait de niveau d'exigence et qui disait que vous stressez un collaborateur si vous ne lui mettez pas de niveau d'exigence bien placé. Sinon, il s'ennuie. S'il n'a pas un niveau d'exigence fort, il s'ennuie. Et c'est un facteur de stress. Si le niveau d'exigence est trop fort, ça va donner des objectifs beaucoup trop ambitieux et irréalisables. Et là, il est aussi stressé. Donc, la mesure et pouvoir augmenter ses marges de manœuvre et discuter de ses objectifs, négocier ses objectifs, c'est une des choses dans les pratiques managériales importantes à mettre en place et surtout à respecter. Et donc vraiment sur toute la ligne, toucher à tous les points, que ce soit la ligne managériale, que ce soit la direction, que ce soit les salariés entre eux, en termes de solidarité pour accompagner tous les acteurs de l'entreprise, et je ne parle même pas des représentants du personnel, des instances, voilà, qui ont leur rôle à jouer, et en particulier le CHSCT. Alors,
à l'instar de ce que tu disais, Martial, sur les différentes actions mises en place, moi je pense qu'une action, c'est pas seulement une pensée, c'est une conviction qui est devenu un projet, qu'il est indispensable d'avoir, non seulement de réintroduire du pouvoir d'agir dans l'entreprise pour les salariés, et en étant conscient que chacun est responsable de son bien-être, n'est-ce pas? Personne ne vous dira comment vous porter. Et en revanche, ma conviction est que l'entreprise peut être vraiment le sponsor privilégié du collaborateur pour soutenir cette démarche et soutenir cette éducation à la santé en lui donnant la possibilité, et non pas en prenant en charge, mais en le soutenant, comme on fait par exemple pour les tickets resto, l'entreprise paye une partie, ben pourquoi pas avoir des tickets santé pour que la personne puisse pouvoir aller consulter des professionnels de la santé, de l'accompagnement, du développement personnel pour mieux se porter. Et puis surtout, avoir des lieux dédiés dans l'entreprise, des lieux physiques dédiés, que j'ai appelés concentrés de santé, où une bonne partie de ce que Martial a indiqué s'y trouverait et où chaque salarié pourrait venir non seulement consulter, mais participer à des conférences, avoir la bibliothèque qui va bien pour se cultiver sur le sujet et avoir un professionnel en interne dans l'entreprise qui puisse l'accompagner dans cette démarche de bien-être. Moi, ce que je recommande, c'est de faire participer les personnes pour qu'elles-mêmes trouvent les solutions de comment mettre ça en place. Sinon, ça deviendra une revendication supplémentaire de « puisque mon temps de pause est pris pour faire ceci, cela », d'ailleurs que je n'ai même pas demandé, pourquoi on nous met ça en plus, eh bien, il va falloir trouver le temps de récupération. Donc, là aussi, pour moi, c'est volontariat, implication maximale, en faisant parler les gens, en leur demandant ce qui leur ferait du bien. Et je vous assure que ça ne se fait pas tant que ça dans l'entreprise. Et c'est vraiment une voie d'accès pour faire émerger les besoins, d'une part, de les traiter ensuite, et de les traiter avec ces personnes-là qui sont demandeurs. Donc, premier niveau de réponse, je dirais. Quand j'anime ces séminaires de 5 jours d'affilée, vous ne pouvez pas savoir le nombre de projets, même pas projets, parce qu'ils se mettent en œuvre tout de suite quand ils arrivent chez eux, qui se mettent en place et qui promeuvent et qui actionnent la solidarité. C'est assez incroyable. Il y a encore des gens qui nous écrivent pour nous dire voilà, j'ai mis telle chose en place. Donc c'est important de redonner du pouvoir d'agir, j'insiste là-dessus aux gens, et qu'ils décident par eux-mêmes ce dont ils ont besoin, ils sont responsables de leur bien-être. Voilà.